Taxi FM 93.1 FM. Lomé Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. La gare routière de l'information Saint-Émile-Gator. La gare routière de l'information. Très heureux de vous retrouver. Avec toutes ces équipes se retrouvent en plateau. Je poserai la question à mes confrères en studio. Décryptage, analyse. Ça va être pire demain. Débat. L'ascension est méritée. Ce qui reste pour un pays, pour un peuple, c'est son histoire. Sont au rendez-vous de l'actualité de la cité. La gare routière de l'information, c'est du lundi au vendredi de 11h à 12h30. À très bientôt, au revoir. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Madame, Messieurs, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous avoir ce matin encore sur la seule radio géniale dans la capitale togolaise. Nous sommes donc à la gare routière de l'information avec Gérard Ouesson, Elom Atisogbe et Sylvestre Béni. Nous allons aborder pas mal de sujets. On parlera de la santé. Covid est de retour. On va confiner, on va déconfiner et on va reconfiner. On espère qu'on ne sera pas là, mais on va en parler. Nous revenons également sur cette affaire entre France 24 et la direction du CHU Sylvanus Olympio. Vous tous, vous avez presque vu ce petit reportage sur le CHU Sylvanus Olympio qui a créé donc... je dirais pas le buzz, mais la colère des autorités togolaises à peu près. Alors, au-delà de la polémique, quelle est la situation de nos centres de santé aujourd'hui? C'est entre autres questions que je poserai à mes confrères qui sont en studio avec moi. Le retour de Covid, je l'avais dit, la peur sur la ville aujourd'hui, et puis les examens de fin d'année scolaire, taux de réussite un petit peu bas ici et là. On l'a vu avec le bac 1 qui enregistre un taux de 91,73%. Contrairement en 2023 où on était à 78%. Le BPC aussi, les résultats sont tombés. Le taux, là aussi, est en baisse. 44% contre 81% l'année dernière. Ah bien, que s'est-il passé? Voilà une question qu'on posera donc aux confrères qui sont en studio. Bienvenue chez nous. Taxi FM, la seule radio de débat, d'infos et de sport. Merci pour votre fidélité à la radio Génial Taxi FM Lomé. Il est là, Mr. Gérard Ouesson. Bonjour Gérard. Bonjour Eric. Je voulais dire que votre femme vous a gâté ce matin. Pourquoi est-ce que vous dites ça? Ouvert le micro, vous êtes content? Oui, on a vu. Sans un Eric vraiment. Sincèrement, je suis content pour vous. C'est pas bien? Non, c'est bien. Ah d'accord, très bien. C'est bien, il faut se réjouir parce que c'est quelqu'un qui dit que c'est pas juste de dire qu'on vit une seule fois. On vit plusieurs fois, mais oui. On meurt une seule fois. Ah, vous avez vu la petite photo là? Je n'ai jamais pensé à ça. Ah, ouais. C'est génial. On vit tous parce que vous savez, on nous a toujours menti, hein. On dit on ne vit qu'une seule fois. Et tout le monde répète ça depuis plusieurs années. Oui. On s'est rendu compte qu'en réalité, on ne meurt qu'une seule fois, mais on vit plusieurs fois. Et ça se passe souvent en politique. Chaque jour est une vie. Dès que quelqu'un lance un concept, tout le monde se l'approprie sans trop y réfléchir. Ah oui, exact. C'est la preuve là. Moi depuis, je ne plus jamais répéter on ne vit qu'une seule fois, non. Et c'est très vrai. Bon, il y a un auditeur qui dit que j'aime manger toute la pâte d'hier, c'est pour ça que je suis sûr. Qu'est-ce qu'il en sait? Il n'a pas perdu du temps là. Qu'est-ce qu'il en sait lui? Parce que vous savez, les dimanches c'est pas pour manger, c'est pour jeûner beaucoup plus. Et voilà, tu vois. Merci d'être là, Gérard Ouesson. Bonjour Elom. Bonjour Eric, bonjour à toutes et à tous. Tout va bien? Je profite de l'occasion pour justement lancer un appel à tout le monde par rapport à une forme de palu grave qui circule maintenant dans la capitale. Il faudrait que les parents puissent en cette période de vacances mieux protéger les enfants, dormir sous moustiquaire, c'est très important. C'est très très important. Parce que ce qu'on est en train de voir semble être hors norme. Oui, les cas de palu auxquels on assiste aujourd'hui, ce n'est pas des cas de palu classiques, c'est des cas de palu très graves, en version évoluée. Ou quoi? Oui, il y a aussi ça dedans, mais c'est des cas de palu qui véritablement débouchent sur l'anémie très rapidement. Il y a plusieurs cas recensés ces dernières semaines. On ne sait pas
quel type d'anophèle femelle. Je sais pas si les moustiques ont fait un temps de mutation, mais c'est très important. Oui, mais c'est très important ce que je dis. Et en plus de ça, à lancer aussi un appel à l'État. Les retenues d'eau que nous avons, qui constituent plutôt des problèmes que des solutions, il faut les désinfecter. C'est quand même rare d'avoir justement des programmes de désinfection de ces retenues d'eau-là, parce que quand l'eau à un niveau donné déborde justement et rentre dans les maisons, c'est des larves et tout, mais il n'y a aucun plan pour désinfecter la zone, aucune disposition prise pour mettre les populations à l'abri de ces larves, de ces moustiques, de tout ce qui constitue véritablement un danger pour la santé publique. Et donc, il faut que le ministère de la Santé, ensemble avec le ministère de l'Environnement, trouve des solutions pour désinfecter ces retenues d'eau-là et permettre aux populations, parce que ceux qui habitent dans ces zones, justement, ils sont exposés à des moustiques. Naturellement, c'est un sujet de santé. On va y revenir tout à l'heure. Bonjour Sylvestre Béni, tout va bien chez vous? Oui, bonjour Eric et bonjour à toutes et à tous. Félicitations parce que votre fille a eu son BEPC. Et ce sujet aussi, on va en parler. Oui, on remercie Dieu. Ça ressemble à papa. Quand c'est bon, elle ressemble à papa. Non, en fait, quand tout à l'heure tu disais chaque jour est une vie, j'ai pensé à un confrère qui nous a quittés. Alfred Konali, qui avait l'habitude donc de répéter cela. Oui, si. Depuis quelques temps, on perd souvent des confrères. On a encore perdu la semaine dernière. Je voulais d'ailleurs qu'on commence l'émission. J'attendais finir de vous saluer avant de relancer ce sujet-là. Sur notre confrère, le patron du journal Vérité des Peuples, Alassane Yantarou, qui nous a laissé samedi, dimanche soir ou samedi. C'est une bien triste nouvelle, mais qui relance un débat quand même. Justement, qui relance un débat. Nous sommes des malades ambulants. Nous sommes tous des malades ambulants. Et il faudrait vérité avant que nous puissions au moins à chaque fois faire le bilan. Il y avait un projet. Hein, c'est l'occasion, si la personne me coûte, c'est l'occasion de relancer cela, parce que j'avais quand même échangé plusieurs fois avec quelques institutions pour qu'on ait un projet uniquement pour la presse, hein, pour que nous puissions faire le bilan. Donc des journalistes, s'ils m'écoutent, je crois, ils suivent beaucoup cette émission. Ah ben super. C'est l'occasion quand même de relancer cela, hein, savoir de quoi nous souffrons et donc de nous prémunir, parce que nous perdons trop de journalistes dans la fleur de l'âge. Et donc ça devait véritablement inquiéter, encore que nous n'avons pas les moyens pour nous soigner lorsque nous sommes souvent, on a quelques petits bobos et tout, donc je crois que c'est important de faire le bilan. Donc voilà. Pour savoir si on se porte bien ou pas, et quoi apporter comme élément. Voilà. C'est un décès qui vous a aussi, je dirais, touché, un peu comme tout le monde quand même, hein, Alassane Yantarou, qui avait l'habitude de participer donc à l'émission Taxi Media Show lorsque sa publication est dans les kiosques. Gérard Ouissan. Oui, vous avez échangé avec lui il n'y a pas longtemps quand même. Hein. Oui, j'ai échangé avec lui il n'y a pas longtemps, et si je vous montre les messages, ben, c'est en pleurer. C'est en pleurer. Bon, moi je me dis quand même que ce qui nous arrive, c'est pas une question de bilan. On vient ici tout le temps. Et d'ailleurs, un auditeur sur TikTok dit un bilan à la Togolaise, c'est du gaspillage d'argent. Et je suis tenté d'être un peu d'accord avec lui. Et ben, puis à quoi ça sert de faire un bilan, de savoir que ben on va mourir? À quoi ça sert? Non, le bilan, c'est pas pour savoir si on va mourir ou pas. On vous diagnostique quelque chose et vous savez que vous n'avez pas les moyens pour vous soigner. On vous diagnostique quelque chose et vous savez que vous n'avez pas les moyens pour changer d'habitude alimentaire. On vous diagnostique quelque chose, vous savez que vous ne pouvez pas changer de logement. Bon, voilà. Ça dit qu'en fait, c'est les conditions de vie dans lesquelles les journalistes sont qui... Bon, voilà. C'est comme vous avez une moto, on vous dit le frein est défaillant, mais vous n'avez pas le moyen d'avoir une autre moto et c'est avec ça que vous allez rouler. Bon, la mort est très prévisible, quoi. Bien sûr, et donc, moi, je crois quand même que ceux qui ont décidé de coincer la presse, Est-ce qu'il faut amener le débat là à ce niveau? Excusez-moi. Si. Et j'en assume l'entière responsabilité. C'est-à-dire que ça a été voulu que les gens soient dans la précarité. Et dans la précarité, qu'est-ce que vous faites? C'est que quand vous êtes un peu malade, vous sortez, vous achetez les médicaments là au bord de la route. Et ce que vous mangez, c'est des trucs qui ne sont pas de qualité, forcément, parce qu'il faut se remplir la panse. Hein, vous savez très bien que ça là, ce n'est peut-être pas bien. Vous voyez un whisky, pour ceux qui sont accros
au liqueur, ben, il sait que c'est pas ça, mais il prend pour 50 francs là, il boit. Mais ça va lui bloquer les reins, ça va gâcher son foie, ça va faire. Ben, il le sait, mais puisqu'il faut vivre, ben, il n'y a rien à faire. Si on le veut, quand vous comparez un peu avec les journalistes des autres pays, sincèrement, c'est le jour et la nuit. Hein. Les gens, ils ont quand même des conditions de vie assez acceptables. Mais au Togo, ben, on vous traite toujours des journalistes de caniveau, vous ne valez rien, vous n'êtes pas aimé. C'est toujours la même chose. Je ne sais pas pourquoi on déteste tant les journalistes. Ben, pourtant, nous venons, nous faisons nos émissions, nous plaidons pour nous, mais bon, ben, à quoi ça nous avance? Vous voyez des journalistes, vous pouvez voir un journaliste dans une belle voiture, hein. Allez voir ses soucis. En fait, je ne sais pas, c'est dans une voiture, disons, pas une belle voiture, dans une voiture, c'est difficile à expliquer en fait. Il est dans sa voiture, mais il est dans la précarité. Pour pouvoir entretenir sa voiture, il mange n'importe quelle huile, n'importe quelle tomate, il va au marché, dit cherchez moi des tomates avariées. C'est ça. On lui fait un bon tas alors qu'il sait que c'est pourri. La tomate pourrie, c'est des champignons qui ont poussé là-dessus. Il consomme. C'est normal qu'il attrape un cancer. Et des choses comme ça. Il sait que ça m'aurait programmé. Et pour terminer, dites-moi, citez-moi quelques journalistes qui ont fait de vieux os. Vous les trouverez tout au plus autour de 70 ans. C'est lié à quoi? 70 ans. Alassane Ouattara avait 53 ans, si je ne me trompe pas. 52. D'accord. C'est pas un âge pour mourir, 52 ans. Et le doyen, je pense qu'il est parti à 71 ans. On parle de... Messa Yamé. Non, bon, lui, il est... Bon, Messa Yamé, c'est la vieille école, en fait. Bon, et puis, c'est pas un journaliste privé, quoi. C'était un fonctionnaire. Mais je parlais de Lucien Jossou. Il s'enorgueillissait beaucoup. Que bon, lui, il est quand même vieux. 70 ans, vous pensez que c'est vraiment être vieux? Allez ailleurs, vous voyez quelqu'un, il vous dit qu'il a 82, 83 ans, il monte sur une échelle pour peindre sa chambre lui-même. À 82 ans. Et si vous faites ça, on va vous dire que vous êtes un sorcier. Pourquoi vous ne mourrez pas? Justement, pour les journalistes, il faut réfléchir. Surtout que nous sommes nous-mêmes complices. C'est-à-dire qu'on a créé la corporation de telle façon que nous-mêmes nous soyons nos propres bourreaux, quoi. C'est terrible, c'est ingénieux. C'est quand même difficile de parler de la presse et des journalistes qui ont quand même des problèmes. Parce que ce débat-là, je n'avais pas envie de le lancer ce matin parce qu'on a été taxé de tout par rapport à ça. Mais la condition même des journalistes togolais pose problème, Elom. Oui, on en a débattu plusieurs fois. Et vous savez, tant que nous-mêmes, on ne va pas faire la bataille, je crois qu'on restera... Personne ne verra notre place. Non, mais écoutez, vous avez vu une association comme le SYNGIT, le syndicat des journalistes indépendants du Togo. C'est un syndicat, oui, mais ils se sont battus pour avoir la convention collective. Hein. Exact. Quoi qu'on dise, ils se sont battus pour avoir l'assurance maladie. Hein. C'est des avantages. Oui. Nous sommes des patrons de presse, on n'a même pas l'assurance maladie. Vous trouvez ça normal? On a deux associations patronales de presse. Oui, PPT, CONAP. On n'en a pas. Et personne ne dit rien. Si tu veux faire le démon, dis tais-toi. Il n'y a pas de retraite. Oui, voilà. Et nous, par exemple, quels sont les avantages que nous avons? On n'a jamais négocié. J'avais dit sur ce plateau un jour qu'on n'a jamais eu l'occasion de pouvoir discuter directement avec des partenaires parce que nous payons des taxes. On peut discuter avec la fêtière de commune. On peut discuter parce qu'il y a les taxes communales. Quoi qu'on dise, vous avez votre entreprise, vous avez une enseigne devant. Chaque année, il y a la mairie qui passe, qui vous envoie un avis de taxes communales. Exact. Deuxième chose, on ne discute pas avec l'Office togolais des recettes. Par rapport aux taxes que nous payons, aux impôts que nous faisons rentrer aussi dans l'assiette fiscale, il faut que la presse évalue combien elle paye comme impôts et taxes par an. Et jusqu'à présent, personne ne sait. Vous comprenez? Mais ça, c'est les patrons qui doivent s'asseoir pour discuter. Troisième chose, on paye aujourd'hui le quitus, enfin les cotisations sociales. Aujourd'hui, vous devez faire un truc en tant qu'entreprise de presse, vous devez avoir le quitus social. Et on nous le demande même dans des contrats de partenariat. Social, c'est la CNSS qui délivre. Okay. Et on vous le demande peut-être dans certains contrats de nos jours. Vous avez le quitus social? Oui, si. Oui, bon, il y a une banque de la place. Vous n'avez pas le quitus social, vous signez pas de contrat. mais ça ne dit rien à personne. Je vous dis qu'on va tous y être astreints. Le mieux, c'est d'ouvrir le champ pour qu'on débatte maintenant. On n'a pas de mutuelle. On n'en a pas.
pas de mutuelle. Je ne dis pas que des patrons de presse doivent justement prendre à bras le corps la cotisation dans les mutuelles, mais il y a des partenariats aujourd'hui qui permettent à des mutuelles de tourner. Et quand ça ne va pas, un journaliste qui a l'assurance maladie, 80% que l'État prend en charge, 20% que l'association prend en charge, oui. C'est ce que le Songit a fait avec l'INAM. Ça marche pour eux. Mais nous, les patrons de presse, on fait quoi? Non, mais vous savez, moi, sincèrement, je ne voudrais plus parler de la presse. Parce qu'on a tellement parlé de ça, que quand les confrères meurent, on ressent... C'est sûr que ça marche pour eux. J'ai appris qu'on les a chassés de l'INAM, mais on leur a dit d'aller rejoindre l'AMU. Oui, mais aujourd'hui, tout le monde va à l'AMU. Donc, on n'a pas le choix. Mais si c'est l'AMU, nous aussi, on a le choix. On a quand même l'obligation de rejoindre maintenant la marche. Au moins que les gens aient l'assurance maladie. Comme ça. Mais l'assurance maladie aujourd'hui, c'est rien du tout. Il y a des gens même de façon personnelle qui ont souscrit à des assurances. Bien sûr. Maladie 80-20. Mais quand c'est dans une dynamique corporative, nous les journalistes, on nous appelle tout le temps de faire la promotion de ça. Il y a des gens qui font la promotion de l'AMU, qui font la promotion de l'INAM, de l'assurance maladie. Mais vous comprenez que dans une dynamique corporative, des gens qui font la promotion de quelque chose ne sont pas eux-mêmes couverts par la chose. Mais c'est dans quel pays on voit ça? Et c'est pourquoi je suis fatigué de parler de la presse, sincèrement. Et ceux qui aujourd'hui sont devant des associations patronales, on a tout le temps débattu de ça. Le reste, c'est une question de volonté. On ne demande pas un franc pour signer une convention de partenariat. On ne demande pas un franc à un journaliste sur ce plateau. Donnez-nous tel pour qu'on vous signe telle convention de partenariat. C'est une question de négociation, de discussion et de pouvoir justement savoir dire ce qu'il faut dire. Parce que, quoi qu'on dise, mais le patronat, le PPT, c'est des journalistes, des patrons de presse. Le CONAP, c'est plusieurs patrons de presse, du nord au sud. Mais ces deux organisations, à elles seules, rassemblent la grande majorité des journalistes. Et donc, si on s'assoit aujourd'hui, on discute et on demande à une organisation comme la HAC de nous accompagner dans le processus, vous pensez que ça ne va pas aboutir? Le ministère de la Communication, ça va aboutir. On parle de santé quand même. Oui. Mais on a l'impression que dans notre propre... Oui, mais dans notre propre corporation, on a l'impression, excusez-moi, qu'on a un problème. On a un problème. Et personne ne veut en parler. Personne ne veut en parler. Et quand tu en parles? Oui, mais quand tu en parles, on va dire, bon, c'est toujours toi, etc. Ce que je viens de vous dire là, où est l'opposition dans ça? Où est le parti au pouvoir? On parle de l'homme. L'humain d'abord. Oui, bien sûr. Et on n'est pas capable de négocier, de discuter, de faire aboutir un projet qui protège l'homme, qui protège notre propre corporation. Franchement, moi, le débat sur la presse, je n'en fais plus. Il y a un auditeur qui nous dit, messieurs les journalistes, cessez de vous lamenter par rapport à ceux qui gouvernent ce pays. Donnez-nous des conseils pour qu'on se prenne en charge, nous-mêmes. On a compris depuis que les autorités togolaises ne feront rien pour la population. Ils ont leurs préoccupations ailleurs. Nous dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit tant qu'il y aura plusieurs syndicats, les différentes corporations de métiers, les conditions de travail et de vie ne vont pas s'améliorer, et c'est valable pour le journalisme aussi, dit donc cet auditeur-là. Oui, Sylvain, sur le sujet. Non, écoutez, vous savez, c'est généralement à ce genre d'occasion lorsqu'on perd donc un membre de la corporation. Oui, ce sujet revient, oui, bien sûr. On se rend compte qu'en réalité, on est tous en danger. Justement. C'est pour ça que moi, je ne crie jamais RIP dans aucun groupe WhatsApp. Justement. Depuis des années, j'ai refusé d'écrire RIP. Moi qui le repose en non. D'accord. Quand les gens savent qu'on est condamné à mort et après on dit que chacun écrit seulement RIP, et puis on va se reposer. Moi, je n'écrirai plus. D'accord, très bien. Jusqu'à ma mort. D'accord. Après, on écrira pour moi. Justement. Oui, donc voilà un peu la situation. Je crois que ce que l'homme vient de dire, c'est un élément très important. Il faudrait quand même qu'on se retrouve sur la question. Mais notre problème aussi, c'est la politisation à outrance également des organisations. Je crois que il y a certains qui considèrent d'autres comme ceux qui sont critiques vis-à-vis du pouvoir et que on ne peut jamais faire des choses ensemble avec eux. Voyez-vous, c'est cela, la politisation à outrance aussi prend donc le pas sur parfois nos regroupements. Mais quand on parle de santé, on parle de santé pour tout le monde. Et je vous dis que l'élément, ce que je viens de dire en ce qui concerne donc le bilan, je crois que c'est un projet sur lequel nous sommes, ça fait bientôt
plus d'une année, je crois, nous sommes en train de réfléchir là-dessus. Là, si le projet est maintenant effectif, on va pas choisir qui est proche du pouvoir, qui est proche de l'opposition. C'est pour tout le monde. C'est pourquoi je dis à un moment donné, il faudrait que nous puissions d'abord nous retrouver. D'ailleurs, nous n'avons même pas une plateforme pour les DP. C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est ça la situation. Hein. Elle est un peu compliquée. Maintenant, pour l'heure, il faudrait quand même que chacun se sauve en attendant. Oui. Donc, d'être dans la dynamique de la presse corporative et pour aller loin. D'accord. Donc, Gérard peut quand même souffrir que je dise RIP pour Alassane Ouattara. Je suis un démocrate, je vous le conseille, c'est moi qui ne le dirai pas. Mais vous savez, Sylvestre a dit quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'on a à dessein politisé les organisations de presse. Je crois que l'homme le sait plus que moi, plus que nous ici, il ne veut pas le dire. On le dira si Alassane est mort. Il est mort avec tout ce qu'il a dans la tête. Moi, c'est pour ça que je préfère plutôt dire ce que j'ai dans le ventre, puisque je sais que dans tous les cas, je suis un mort en sursis, comme tout le monde. Au moins, je me donne cette liberté-là. Les organisations de presse ne sont pas viables, ne peuvent pas faire leur travail. Quand vous prenez une organisation comme le CONAP, qui rassemble 80% à peu près des journalistes, qu'est-ce qui empêche cette organisation-là de protéger les journalistes qui sont membres? Moi, je ne vois vraiment pas. C'est-à-dire que les choses sont l'atmosphère est tellement mauvaise que vous vous demandez par exemple pourquoi est-ce que les ministres ne se soignent jamais au Togo. C'est ça. C'est des problèmes qui se rejoignent. Hein. Je vais vous donner un exemple. Je suis en train de réfléchir pour voir comment le dire. En fait, je paraphrase comme ça. Il y a une organisation qui a dit, vous les journalistes, venez vous faire soigner chez nous. Et on va vous faire un prix vraiment abordable, c'est-à-dire que c'est presque gratuit, quoi. Est-ce que vous vous rendez compte qu'aucun journaliste n'est allé? Ah bon? Ben voilà, c'est ça le problème. Les gens n'ont pas fait la carte. Mais venez vous faire soigner là-bas parce que... Non, personne n'est allé. On nous a supplié. Selon vous... parce que les gens se méfient les uns des autres. C'est-à-dire tout est politisé. Le Togolais, la société même est devenue tellement compliquée. Et c'est pour ça que je vous dis, je comprends les ministres qui ne se soignent pas au Togo. Vous sortez de la clinique, le lendemain, tout le monde sait de quoi vous souffrez. Vous voyez? C'est ça le Togolais à peu près. Pour un homme politique au Sénégal qui se soigne, 10 ans après même, on ne sait pas de quoi il a été soigné. L'infirmier, le docteur, il s'est fermé le bec. Mais ici, donc c'est ça un peu. Moi, je me demande là où la société togolaise va. Hein. Finalement, c'est tellement, le problème est tellement compliqué que si quelqu'un dit qu'il en a la solution, moi j'en doute. Très bien. J'en doute un peu. Non, mais vous savez, aujourd'hui, dans presque toutes les sociétés, pour finir, dans presque toutes les sociétés, la plus petite chose qui existe dans un contrat, c'est l'assurance maladie. Avant de regarder le salaire. Dans toutes les sociétés aujourd'hui, les sociétés en tout cas respectueuses, d'accord? On ne peut plus signer dans un contrat aujourd'hui dans une société respectueuse sans qu'on ait, parce que l'État même l'impose aujourd'hui aux sociétés, au secteur privé, l'assurance maladie, 80-20, 80% pour la personne morale qu'est l'entreprise ou pour l'État et 20% pour le salarié. Oui. Mais chez nous, dans la presse togolaise, avec tout le respect que j'ai pour les patrons de presse et les confrères, je crois quand même que ce sujet, il faut le relancer. Je ne sais pas pourquoi, franchement. Et on peut aussi comprendre, si des gens rechignent à faire ce pas, c'est peut-être parce que... Ils n'ont pas le moyen. Le problème de moyens va se poser. Oui, mais que les associations patronales signent d'abord... Non, on est d'accord là-dessus. Oui, non, attends, Eric. Que les associations patronales signent d'abord la convention. Quand le Sangit l'avait signé, il y avait 3 paniers. Un panier pour la personne physique, si vous êtes seul. Un autre panier pour la famille, papa et maman, si vous êtes en couple. Et un 3e panier pour les enfants, c'est-à-dire le père, la maman et les enfants. Jusqu'à concurrence de 1 à 3 enfants. Ça fait combien? Ça fait 3 paniers avec les montants précis. Donc par mois, vous payez tel montant. On peut vous dire par mois, vous payez 3 000 ou 4 000. Vous avez la carte, par mois, vous payez 4 000. Que quelqu'un soit malade ou pas, c'est un forfait. Mais 4 000 francs pour un patron de presse au 21e siècle ici, par mois, ça ne nous dépasse pas.
C'est pas une question de 28 heures. Non, Eric Gator, nos journaux sont réguliers. En tout cas pour ceux qui sont là. Ceux qui sont réguliers, on les connaît, non? Comment on fait pour être régulier? C'est pas 5 000 francs par mois? Mais pourquoi? Attends, est-ce qu'on a demandé au Sangit combien ils payent par mois à l'INAM en termes de panier? Eric, c'est entre 2500 et 7500. Posez-leur la question, ils sont là. Entre 2500 et 7500 par mois, je précise. Par mois. Vous pouvez payer ça l'année et allez vous reposer. Si vous avez 2500 fois 12, vous payez. Mais on ne sait pas 2500, on paye pour nos parutions par semaine. Non. Oui. Donc par mois, entre 2500 et 7500, ça fait combien? Vous payez ça par an, vous allez vous dormir. Quand quelqu'un est malade, vous fournissez votre carte, mais l'INAM prend en charge 80%. Mais il y a quoi de sorcier dedans? Non, dites-moi, il y a quoi de sorcier dans ça qu'on ne peut pas conclure? Il faut tricher juste, savoir copier ce que les autres font. La vie, c'est comme ça maintenant. Vous copiez juste ce qui est bien chez l'autre et vous appliquez ça à vous. Mais les journalistes employés là, ils sont mieux payés que nous là, patron, pour signer une convention, enfin pour avoir une assurance maladie. Oui. Ils sont mieux payés que nous-mêmes qui sommes patrons. Le reste, c'est une question de volonté. C'est tout. Je pense que les réalités sont différentes. C'est vrai. C'est vrai. Si vous voulez, moi, je peux vous donner des preuves. Il y a des patrons de presse qui parfois manquent de 5 000 francs. Non, je dis ceux qui sont... Oui, mais je crois que la conclusion de l'homme, il dit c'est une question de volonté. Je crois qu'il y a la volonté... Là où je ne suis pas d'accord avec l'homme, d'abord, il ne peut pas imaginer qu'un patron de presse n'ait rien et soit même endetté. Non, je dis... Lui-même, il est patron, il sait de quoi il parle. Mais pas au point de ne pas payer 2500 francs par mois, Gérard. Pour une assurance. Et de deux, il ne faut pas qu'on voit la chose de façon réductrice, quoi. C'est-à-dire que vivre longtemps, ce n'est pas seulement avoir l'assurance maladie. C'est vrai, mais c'est un pas. C'est-à-dire vous pouvez payer l'assurance maladie n'importe comment si dans votre chambre, vous ne pouvez pas être capable d'allumer un ventilateur alors qu'il fait 40 degrés. Mais vous mourrez. Gérard, il est en train de prendre un autre aspect de la chose. Non, je dis, la vie humaine, c'est un tout. C'est pas parce qu'on vous a assuré, on vous a donné une assurance maladie, que quand vous vivez... Non, c'est vrai. Hein? Normalement, c'est assurance santé aussi. Oui, mais aujourd'hui, quand les gens tombent malades, les gens, regardez ce que Gérard vient de décrire. Ça, c'est l'environnement de quelqu'un, d'accord? Bien sûr. Mais la personne tombe malade dans cet environnement-là, il n'a même pas encore des moyens de se faire soigner. On fait un appel sur les réseaux sociaux. Oui. Que tel est malade, cotisez. Mais c'est pourquoi je dis l'assurance maladie, c'est un pas pour le journaliste. C'est nous qui faisons la promotion de l'assurance maladie. On ne peut pas ne pas l'avoir, nous, qui disons tout le temps qu'il faut faire la mue, qu'il faut aller vers l'assurance maladie. Nous sommes ceux par qui l'information passe. Et nous-mêmes, nous ne sommes pas couverts. Comment vous comprenez ça, moi? Alors, il faut changer les conditions de vie des journalistes. Je suis d'accord. Je suis d'accord, Gérard. C'est ça la vraie question. Messieurs, merci beaucoup. On va passer à un autre sujet. Mais on ne va pas s'éloigner tant de la santé. Coucou, à 16h, il mange louga. À 17h, il mange gâteau. Il va mourir. C'est clair. Ah oui. C'est comme ça. C'est quel journaliste mange coucou à midi? Ah, mais là que Blifa est sorti. Ils vont, ouais. Blifa encore, ça peut aller. Avec l'arachide. Voilà. Blifa encore, ça peut aller. Mais coucou contre un bal avec... Vous imaginez les conditions de cuisson et tout. Bon, voilà. Ouais. Bon, d'accord, très bien. Messieurs, merci beaucoup, Gérard, de nous avoir fait rire un peu. Mais on ne va pas s'éloigner du sujet de santé, hein, puisque la Covid-19 pointe de nouveau ses nez. Je ne sais pas combien de nez il a, mais on l'annonce encore, puisque des gens sont allés en pèlerinage à la Mecque. Et en principe, ils devraient rentrer sains et saufs, mais il y a eu des décès à la Mecque. Et donc, sur certains, on est en train de détecter le virus de Covid-19. Et il y a une peur qui est sur la ville aujourd'hui, au point où le gouvernement togolais, qui avait été critiqué par Sylvestre Béni la semaine dernière, de ne pas, pour l'instant, annoncer des mesures, le gouvernement togolais a parlé. Cette fin de semaine dernière, le gouvernement a communiqué sur le sujet. Oui. On va faire des mesures. Hein. On a pris des mesures. Il faut dire enfin. Enfin, parce que, vous savez, il faut copier les choses qui sont quand même bonnes. Hein, les fidèles musulmans sont allés à la Mecque, donc il y a eu un peu plus de 1300 décès. Au départ, on
on estimait que c'est parce qu'il y a eu une forte chaleur, une forte température. C'est ce qui a fait, c'est ce qui est donc la cause des décès. Mais le Sénégal a pris un certain nombre donc de dispositions. Il y a eu un dispositif qui est installé déjà à l'aéroport. Parce qu'on veut savoir en réalité quel est ce drame-là, pourquoi l'hécatombe. Plus de 1300, dont des Sénégalais, même des Togolais. Donc ils ont mis un dispositif en place et puis là on a constaté qu'il y a des cas Covid. Parmi donc ceux qui sont décédés à la Mecque, il y a des cas Covid. Et même les pèlerins qui sont retournés à Dakar, lorsqu'on a fait le test PCR, on a découvert donc des cas de Covid parmi ces personnes et on a pris des dispositions. Mais des Togolais aussi qui sont allés, il y a eu des pèlerins Togolais aussi qui sont décédés. Et ça, il n'y a aucune communication pour l'instant là-dessus. Je crois que dans le communiqué du gouvernement, ils l'ont annoncé, n'est-ce pas? Qu'il y a des morts Togolais? Bon, il y a le communiqué qui circule. Bon, on va retrouver ça tout à l'heure. Mais il y a des pèlerins togolais qui sont parmi donc les victimes à la Mecque. Mais ici, on n'a pris aucune disposition. Et donc, c'est pourquoi nous, la semaine dernière, on critiquait déjà le gouvernement. Donc, de cette indifférence-là, il n'y a rien, alors que d'autres pays, le Burkina Faso, le Mali, d'autres pays ont pris des dispositions pour leurs pèlerins, mais ici, il n'y a rien. Or, les officiels même sont rentrés depuis. Donc, heureusement qu'en fin de semaine ou en début de semaine, ils ont pris donc des mesures vendredi pour ces cas-là. Parce que vous savez, quand on parle de Covid, une fois qu'il y a 2 ou 3 cas dans un quartier, on risque donc d'embraser le quartier et même la ville. Donc, il faut circonscrire le mal. Heureusement qu'ils ont pris des dispositions. Mais sauf qu'il ne faudrait pas que ces dispositions deviennent aussi draconiennes. C'est-à-dire, généralement, nous, Covid a été peut-être notre allié. On se fondait sur la Covid-19, ne serait-ce que pour véritablement presque opprimer, serrer les vis. On a tellement donc gêné donc les populations à cause donc de Covid et tout ça. Vous avez vu des Togolais qui sont rentrés, ils ont fait le test ailleurs, mais on demande qu'on le fasse encore à moins de 24 encore sur le territoire. Nous avons gardé longtemps donc le montant donc du PCR élevé dans la sous-région pendant longtemps, alors que ça a été harmonisé. Le Togo est resté jusqu'à 40 000, 45 000 pendant longtemps avant donc de reviser ça avec 5 000 et tout ça. Donc je crois qu'il ne faudrait pas qu'on s'offre encore sur ça pour opprimer plus de la population. Les pèlerins, oui, il faudrait juste qu'on ait un dispositif à l'aéroport. S'il y a des cas Covid, il faudrait déjà qu'on trouve donc un lieu pour les caser. Parce que déjà On parle de la maison de Hadj. Ah oui. Bon, c'est peut-être un peu excentré. On peut au moins canaliser la maison de Hadj, c'est grand aussi. On peut au moins canaliser les personnes là si jamais on détecte donc des cas Covid sur le territoire parmi les pèlerins qui sont arrivés. Mais il ne faut pas surfer sur ça tel que je l'ai dit. Encore pour confiner les gens et pour faire parce qu'il y a eu trop donc il y a eu trop de dérapage quoi. Ouais. Voilà, quoi. Bon, peut-être qu'on va apprendre de ce qui nous est arrivé. Et l'homme, est-ce qu'il faut déjà commencer par avoir peur par rapport à cette histoire de Covid là qui vient encore? Bon, commencer à avoir peur, je ne dirais pas, mais il faut être vigilant. Il faut rester vigilant. C'est très important. Parce que les mesures barrières sont de retour visiblement, même si c'est pas encore chez tout le monde. Le gouvernement a annoncé les mesures barrières là. Oui, c'est important de renforcer le la port, vigilance. Le masque. Je ne sais pas pourquoi au niveau du Hadj, on n'a pas très tôt analysé ou vu la chose venir. Parce qu'on a dit que... Oui, parce que c'est de là que les gens sont rentrés. Si on lit bien, on suit bien l'actualité, parce qu'à Dakar, au Sénégal, on a pris des dispositions, au Togo, on prend des dispositions. Mais cette histoire, on croyait que c'était derrière nous. On ne savait pas qu'un beau matin, ça allait ressurgir. Je ne sais pas aujourd'hui, c'est quelle mutation de virus. On n'a même pas encore dit. Donc on attend. Comme c'est pas encore chez les Occidentaux, on n'a pas beaucoup d'informations là-dessus. Mais il faut rester vigilant. Et c'est très important de rester vigilant parce que cette histoire, on sait combien ça a décimé une partie de l'humanité. Et on va prier que ça ne puisse pas véritablement revenir parce que jusqu'à présent, on a encore les séquelles de cette affaire. Et sur le plan économique, sur le plan mondial, on a vu ce que ça a engendré au niveau du secteur privé, au niveau des États. Et donc, si cette histoire revient maintenant que les sociétés et les pays sont en train de se redresser progressivement, ça va véritablement nous causer d'énormes dégâts. Et donc, il faut rester vigilant. Il faut qu'au niveau des frontières, on puisse renforcer la surveillance. Est-ce que c'est un nouveau complot qui est en cours?
Non, bon, moi, je voudrais pas pour le moment m'inscrire dans ça. D'accord. Mais pour l'instant, on parle de santé publique. Oui, et bien je sûr. crois qu'au niveau des États, ils doivent s'organiser pour que cette histoire ne revienne plus. Sincèrement, on n'a plus envie d'être traumatisé par ça. Covid a tellement traumatisé des gens que quand on annonce encore Covid, on se pose beaucoup de questions. Gérard. Ben, ça fait peur, la distanciation sociale et tout ça là. Ah tout ouais. ça. Oh là 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 là. Et les vaccins que vous allez faire tout en ayant la peur au ventre. Heureusement que on a ça derrière nous, comme le dit Elom. Bon, moi je me dis que le gouvernement togolais reste souvent très vigilant. Et donc je leur fais confiance. Mais ils ont des méthodes assez... le gouvernement a des méthodes assez archaïques, mais qui sont efficaces quand même. Je ne sais pas, le gouvernement togolais, il est comme ça. Donc moi, je continue quand même à faire confiance. C'est pour ça que quand on a demandé de faire le vaccin, je l'ai fait. J'ai fait confiance au gouvernement. Mais en plus de ça aussi, il faut dire que le Togolais aussi est très discipliné. Quand on vous raconte comment les gens se comportent, par exemple au Mali, au Burkina, tout ça là, vous allez vous dire que toutes les mesures là, ça ne vaut rien. Vous n'êtes pas capable de mettre cache-nez à un Malien. Hein. Il refuse. Il est réfractaire à ce qu'on lui prenne une partie de sa liberté. Alors que le Togolais, il a suffi de lui expliquer, les gens ont suivi. Bon, espérons que la confiance là que nous avons en notre gouvernement, que ça va encore durer, ça va rester comme ça, et je pense que c'est salutaire quand même pour un peuple. Quand tu as parlé de complot, moi je n'ai jamais pensé que le Covid a été un complot, puisque ça a décimé des gens dans certains pays. Bon, moi particulièrement, j'ai rendu visite à une pension de, comment ça s'appelle, pension de retraite, je sais pas. Oui. Là où les vieux restent, oui, si, maison de retraite. Ça s'appelle Artesheim. Oui. Ben, ça a décimé près de 2/3 des vieilles personnes. Et sincèrement, des gens sont partis comme ça les a tués. Et on a vu sur WhatsApp des Togolais qui travaillent là-bas en tant qu'infirmiers. En Italie, que ça a tué presque tous ces pensionnaires. Et donc, soyons quand même assez prudents. Et bon, que chacun joue sa partition. Ah oui, c'est vraiment important. Surtout que ça a des impacts économiques tellement graves. Vous ne pouvez même plus oui, bien sûr. aller travailler. On ne peut pas rester au studio. Oui, mais ça, c'est hier, on a vécu tout ça. C'était comme hier. C'est une bonne gifle. On s'en souvient comme ça. Bien sûr, bien sûr. Alors, justement, par rapport à Covid, mais le cas qui préoccupe aujourd'hui, clairement, hein, et l'homme en début l'évoquait, c'est le paludisme. Gérard, je ne sais pas si autour de vous, il y a quelqu'un qui a chopé le palud ces temps-ci? Oui, moi. Ah, vous-même? Ouais. En fait, ce que l'homme a dit, moi, je ne pense pas qu'il y ait une nouvelle, comment on dit là. Je ne sais pas s'il y a une mutation. Je ne sais pas. Oui. Mais le problème qui est là, c'est que le paludisme fonctionne comme ceci. Je ne suis pas médecin, hein, mais plus vous avez de piqûres, plus facilement vous tombez malade et gravement. Quand un seul moustique vous pique, bon, vous avez des chances de ne pas faire le palud. Mais quand ils sont nombreux à vous piquer, surtout les enfants, c'est normal qu'ils attrapent un paludisme sévère, quoi. Donc les moustiques étant très nombreux actuellement, regardez dans les maisons, hein, ça pilule. Et donc, bon, moi je comprends quand même que les gens attrapent ce paludisme assez grave, parce qu'il y a le nombre des piqûres a augmenté, quoi. C'est un peu comme les abeilles. Quand une abeille vous pique, bon, ça peut passer. Mais quand c'est toutes les 5 qui vous piquent, vous mourrez. C'est ça, quoi. Le phénomène est quand même grave aujourd'hui. Hein. Il suffit de visiter donc nos centres de santé pour se rendre compte que cette histoire de paludisme semble prendre une autre proportion, hein, Sylvestre. Oui, en effet, je crois que le palud tue beaucoup plus hein, dans nos États, surtout dans la sous-région ouest-africaine. Lorsque vous voyez certains chiffres, c'est alarmant. Hein, c'est alarmant, le palud tue plus aujourd'hui. Et c'est aussi l'environnement, hein, nos environnements immédiats qui ne sont pas souvent, qui sont souvent peuplés donc d'anopheles femelles, puisque c'est l'anophèle qui est la cause donc du palud. Et donc un mois donc de moyens pour avoir donc pour pulvériser nos endroits et tout. Donc tout cela fait que bon, nous sommes souvent donc exposés à ces maladies. Nous qui sommes donc d'Agrove 5, nous souffrons parce que il n'y a plus des équipes qui sont dynamiques pour ramasser également les ordures et tout ça. Alors, nous sommes en saison pluvieuse et tout. Vous voyez, donc, tous ces phénomènes réunis, vous conviendrez avec moi que voilà, quoi, nous sommes maintenant envahis par les moustiques. Donc, si vous ne prenez pas des dispositions,
c'est souvent donc des enfants qui font le palu ou bon, nous entre-temps aussi, mais comme nous avons refusé de rester sur place, peut-être qu'on prend des dispositions pour ne pas véritablement être très au lit et tout. Donc voilà, il faudrait qu'on prenne des dispositions, surtout pour évacuer donc l'environnement immédiat. Des tas d'ordures et tout ça qui roulent à côté. Généralement, ça part de là. Généralement, ça part donc des eaux usées qui stagnent et tout. Donc, si vous n'avez pas donc, des filets de protection, des moustiquaires qui sont devenus donc, des rideaux pour le point de 2 doigts, comme on le dit, quoi. Vous comprenez quand on parle de 2 doigts, quoi. Bien sûr, des bien petits sûr. bistrots de Sorabi et tout ça, voilà, quoi. Certains prennent ça pour faire des rideaux et tout. Encore que, lorsque vous prenez un peu de Sorabi, lorsque vous êtes piqué, vous ne sentez même pas tout de suite, donc les effets, c'est après. Ah bon? Ah oui. Parce que vous êtes dans une autre dimension. Peut-être qu'il a fait l'expérience. Oui, généralement. Vous prenez un peu d'alcool, vous êtes dans une autre dimension. Non, pas forcément faire l'expérience, mais c'est la presse, il a des informations. Oui. Non, quelles informations. Papa, nous allons l'appeler pour en chercher. Je comprends pourquoi il est parfois très agressif. Donc voilà quoi, donc il faudrait qu'on puisse rendre l'environnement propre et tout pour éviter. Oui, mais aujourd'hui, il suffit de faire un tour dans les centres de santé, vous vous rendez compte quand même qu'il y a beaucoup de gens qui sont malades. Ou bien quand vous allez en pharmacie, les produits qui sont le plus vendus aujourd'hui, c'est les produits contre le paludisme. Et on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Et la question que nous on pose généralement, c'est et les autorités sanitaires, qu'est-ce qu'elles disent en fait? Qu'est-ce qu'elles disent en réalité? Bon, vous savez, c'est vrai que le palu en Afrique, ça tue beaucoup. Et quand vous avez un expatrié qui vient dans un pays africain, la première chose à laquelle il se soucie, de laquelle il se soucie, c'est le palu. Oui. Est-ce qu'il y a le palu dans votre pays? C'est la première question. Parce que vous savez, en Europe, il n'y a pas le palu. Donc, on pose la question en Afrique, est-ce qu'il y a le palu? Donc, on dit, ok, il y a des dispositions qu'il faut prendre. Mais maintenant, tout le monde sait que pour prévenir le palu, il faut dormir sous un moustiquaire imprégné. Il faut prendre des mesures. Il faut détruire les gîtes larvaires autour de vous, ne pas accepter qu'il y ait des eaux usées autour de vous, des tas d'immondices, etc. Il faut les détruire. Et il faut rendre l'environnement propre pour éviter les moustiques. Mais c'est vrai que l'État a sa part de responsabilité. On continue la sensibilisation en faisant des campagnes de distribution de moustiquaires imprégnés. Oui, c'est le moment. Oui, il faut Parce que continuer. ce qu'on remarque très souvent, c'est quand ce moment-là passe, c'est en ce moment qu'on distribue les moustiquaires. Et donc, les bonnes femmes s'en saisissent pour faire autre chose. Oui, il y a souvent où on en va aux pêcheurs. Des gens détournent franchement ces moustiquaires. Oui. Ça aussi, ce n'est pas bien. Et quand l'État organise des campagnes de distribution de moustiquaires imprégnés dans des localités ou dans des zones rurales, et beaucoup plus, aussi même dans la capitale, on en distribue. Oui, bien sûr. Mais je crois quand même que c'est important que les gens dorment sous moustiquaire. C'est très important. Beaucoup disent que bon, quand on dort sous moustiquaire, ça m'étouffe, il y a la chaleur, etc. C'est pas faux. Oui, ce n'est pas faux, c'est vrai. Ce n'est pas faux. Mais la santé, entre la chaleur et le palu, moi je choisis la chaleur. Il faut faire le choix. Non, moi je choisis de la chaleur. La nuit, je peux trouver un petit carton pour me donner de l'air. Ça dépend de la chaleur. Oui, tu as le carton. Ça veut dire que tu dors plus, quoi. Non, mais attendez. Tu prends un carton. Non, mais mon frère, si vous avez le palu tout de suite, vous mourrez. Et si vous ne dormez pas? Non, si vous dormez, vous mourrez aussi. Vous ne dormez pas parce que vous passez la nuit avec un carton. Non, vous n'avez pas fait ça de 20h à 6h. La chaleur qu'il y a. Oui, non, mais actuellement, il y a moins de chaleur qu'auparavant. Hein. Oui, parce qu'il fait froid, entre janvier et avril, écoutez, mais vous ne pouvez pas dormir dans votre chambre. Oui, bien sûr. Vous allez bondir au plafond. Vous serez mort en janvier. C'est tout. Non, mais Gérard, aujourd'hui, on a l'impression qu'il s'est préparé avant d'arriver. Bon, d'accord. Donc, il va réécouter l'émission. Peut-être. Donc, je crois quand même que tout le monde a sa part de responsabilité. Donc, c'est la sensibilisation qu'on peut faire aujourd'hui, c'est de demander donc aux parents, aux
aux femmes, aux hommes, aux enfants de dormir sous moustiquaire. Oui, sous moustiquaire, et puis de prendre des mesures pour détruire, parce qu'aujourd'hui avec les retenues d'eau, partout, et on est en pleine saison pluvieuse, les moustiques font rage, donc parce qu'aujourd'hui les insecticides ne marchent plus. Oui, mais c'est quand même curieux. Les insecticides, vous pulvérisez votre chambre, vous revenez peut-être 3 heures après, vous verrez toujours moustiques. Même sous climatiseur, il y a des moustiques. C'est là où ça devient véritable. Inquiétant, quoi. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est une mutation. Les fabricants des moustiques, de ces pulvérisateurs doivent quand même refaire la chose. Justement, parce que là, vous mettez même des insecticides, mais ça ne marche plus comme avant. Oui. J'ai l'impression qu'il y a des moustiques génétiquement modifiés. C'est pourquoi je disais tantôt, je ne sais pas quelle mutation. Et Gérard disait, moi je doute, je ne sais pas. Moi je ne suis pas médecin ou scientifique, mais franchement, les races de moustiques qu'on a actuellement... Et il n'y a personne pour nous parler de tout ça. Mais il y a des certificats à l'université, c'est l'occasion, quoi. Eric, moi je trouve que le problème se trouve ailleurs. C'est-à-dire quand on distribue des moustiquaires déjà, moi je pense que c'est déjà fou. C'est déjà possible. Bon, oui, quand l'État en est réduit à vous distribuer des moustiquaires, il doit faire quoi? Ça veut dire que la société a un problème. Chacun s'achète sa moustiquaire, c'est tout. Comme chacun s'achète son pantalon, ses tapettes, son chapeau. On ne peut plus aider les gens. On ne doit pas être dans une logique d'assistanat. Une société. Non, c'est pas de l'assistanat. C'est de l'assistanat. Vous savez, il y a des sociétés même où on distribue de la nourriture. Non, l'État est garant le problème, en fait, Gérard, de la santé physique. Quel est le problème? Moi, mon problème, c'est pour dire que nous sommes très mal organisés. Vous savez, on nous dit par exemple qu'il n'y a pas de travail. Moi, je dis aux gens, il y a tellement de travail au Togo. Regardez un peu nos quartiers. Vous voyez un quartier qui est très sale. Très très sale. On vous dit qu'il n'y a pas de travail. Mais il y a du travail. Le travail, c'est de rendre le quartier salubre. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Ailleurs, vous allez voir le maire qui va lever des taxes, ne serait-ce que 1 franc, ou bien 5 francs. On va prendre des jeunes qui vont rendre votre quartier propre, qui vont enlever les tas d'immondices, qui vont enlever les pneus, des trucs. Et vous rentrez dans ce quartier, c'est propre. Tout est nickel. Pourquoi est-ce que nous ne faisons pas la même chose? Si on est bien organisé, on ne sera pas obligé de distribuer des moustiquaires. Quand vous allez arriver dans nos quartiers, vous verrez que les choses seront propres et vous ne verrez plus ce qu'on appelle des gîtes larvaires qui vont donner des moustiques après. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'être mieux organisé pour rendre notre environnement plus propre et nous aurons une meilleure santé. Pourquoi est-ce que nous ne le faisons pas? Moi, je vois la problématique plutôt de ce côté-là, que des gens nous donnent, des techniciens nous donnent les bons conseils qu'il faut, qu'il y ait une synergie entre les chefs de quartier, les CDQ, les maires, les médecins, ceux qui sont dans la santé publique et tout ça là, et qu'on trouve des solutions, et même les journalistes. Mais tant que la société sera compartimentée comme ça, chacun fait ce qu'il veut de son côté. Les moustiquaires là, vous savez, vous vous rappelez que ça a donné un scandale dans ce pays? Ah oui, bien sûr. Oui. C'est des occasions pour certains de s'en mettre plein les poches. Il commande pour 10 millions, il vous dit après c'est 30 millions. Et lui s'enrichit, et il climatise son salon, tout, il est à l'abri. Pendant que vous, avec vos moustiquaires qui sont déchirés, quelques temps après, vous vous faites piquer encore, vous retrouvez à l'hôpital, et vous dépensez encore votre argent pour acheter des produits qu'on ne peut pas lui. Oui. Le problème au Togo est profond, quoi. En Afrique en général, mais au Togo, il faut qu'on s'asseye pour réfléchir. Et c'est pour ça, moi, je vous dis bravo quand vous nous donnez au moins l'occasion d'aborder les problèmes. Peut-être que certains vont commencer, vont réfléchir. Nous, on n'aura pas les solutions, on n'est que des journalistes. Mais on pourra aboutir finalement à ce qu'on se dit, mais tiens, asseyons-nous pour réfléchir sérieusement à nos problèmes. C'est peut-être seulement, c'est pas forcément financier, mais c'est organisationnel. Et donc, on va dire aux populations de se protéger, parce qu'il y a le palu. De se protéger et d'entretenir leur environnement. Oui, bien sûr, l'environnement immédiat. Vous savez que le mot palu, ça vient de l'italien palude. Oui, bien sûr. Que eux, parce qu'ils avaient tellement de paludisme chez eux, mais vous allez en Italie aujourd'hui, quand vous dites paludisme, ils ne connaissent même pas. Parce qu'ils ont assaini l'Italie. Palu, j'ai lu il y a quelques temps, comme ça veut dire comment. Ah là, je perds mon truc là ce matin. Étang, quoi. Là où il y a les étangs. Oui. Voilà, ça vient de ce mot-là. Et c'était en Italie que c'est né. Mais aujourd'hui, l'Italien ne connaît plus le palu. Et ça s'est délocalisé chez nous. Parce qu'on a
assaini donc le milieu. Ils sont assainis. Oui. Nous avons fait plutôt le choix donc des bassins de rétention. Ça, c'est également, c'est également un élément important à souligner. Parce que vous faites un bassin de rétention dans les agglomérations, au milieu donc, des quartiers, et que ces eaux-là ne sont pas traitées, c'est également un élément important. Moi, je vois que... Sylvestre, faites un bassin de rétention d'eau, mettez des poissons dedans, vous ne verrez même pas une seule larve. Justement, c'est pourquoi je dis il faut traiter l'eau. Il faut avoir d'autres solutions. Soit vous le faites proche donc des fermes et tout ça. Là, on peut utiliser les mêmes eaux pour irriguer. Oui, parce que il y a l'eau qui est là et que personne des mois, ça ne sert à rien. Pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas par exemple à des gens qui font des constructions de leur maison, venez prendre de l'eau? Oui, gratuitement. Voilà. Ou bien on va vendre. L'eau est là, ça ne sert à rien, il pleut, et puis bon, après, c'est les moustiques, c'est la nouvelle et tout, puisque les eaux ne sont pas traitées. Ils sont là, ça doit faire 20 ans, c'est resté là 20 ans. Ouais. Et c'est ce choix de rétention dont on doit revoir ça. Multiplions les buses et tout ça, là, c'est mieux. C'est mieux que de faire des rétentions au milieu donc des quartiers, des habitations, et après, bon, on se dit que les gens ne parlent plus. Oh, c'est là, la cause, c'est là. C'est ces bassins de rotation. Ça d'abord. Va chercher de l'eau là-bas pour arroser les plantes. Oui, mais pour que ça se vide et que quand il y a justement, plus, oui, mais il va falloir vider rapidement, non? Parce qu'il y a encore de l'eau partout. Mais il faut traiter. Et pas seulement vider, mais il faut traiter. Parce que pour réutiliser, peut-être. Non, pas réutiliser. Il faut d'abord qu'on n'a pas encore la technologie en eau potable. Aujourd'hui, le Togo n'est pas encore mieux couvert en eau potable. Hein. Oui. Il y a des localités qui ne sont pas encore desservies. Oui, donc le défi aujourd'hui, c'est d'abord d'amener de l'eau potable aux populations et non de demander qu'on ces eaux-là, ces eaux-là, on peut déjà les traiter et réutiliser. Oui, c'est vrai, mais il faut davantage d'investissement. Ce qui se fait en Europe en matière de traitement et de réutilisation de ces eaux, c'est beaucoup d'investissements. Oui, ça c'est vrai. Oui, mais ces investissements, moi je préfère qu'on mette ça de côté pour que tout le monde, même celui qui est en Anneau ou à Dapan, là-bas, ait de l'eau potable. Parce que déjà, même dans la capitale, la T2 n'arrive pas à satisfaire tout le monde. Oui, bien sûr, il faut se lever tôt. Il y a des eaux, voilà, il faut ouvrir le robinet à 4h du matin pour avoir de l'eau. Dans la journée, c'est coupé, c'est parti pour le soir parce que la demande est forte. Et tout le monde n'arrive pas justement à être satisfait. Donc, ces investissements, on aurait pu. Mais en matière de santé publique et d'environnement, l'État peut justement demander à des gens de prendre du traitement. C'est juste, comme je l'ai dit tantôt, il faut, comme les larves et tout, il faut détruire les gîtes larvaires autour de ces eaux, les traiter, que les services techniques essayent de regarder au niveau de ces eaux-là, ce qui bouche les caniveaux, les traiter. Quand vous regardez au niveau du 4e lac, entre l'eau qui quitte la retenue pour d'autres destinations, ils ont mis ce qu'on appelle une barrière. La mairie Golfe a mis un filet. D'accord? Ok. Au niveau de ce filet, tout ce qui concerne ordures ou matériaux durs, tout ce qui est solide, ne rentre pas dans le lac. Ça ne passe pas. Le filet filtre justement l'eau qui passe de l'autre côté. Ok. D'accord? Et chaque semaine, des services techniques viennent au niveau de ce filet-là, enlever les ordures, remettre ça au propre et vider le coin pour que ça aille au dépotoir. C'est simple. Ah oui, c'est ingénieux. C'est une façon de traiter l'eau. Pour que justement, mais si en temps il y a des produits, on peut les asperger pour que justement ça détruise tout ce qui est micro-parasites et gîtes larvaires. C'est de ce traitement, ça c'est au niveau de la mairie, je dis oui, ça, c'est au niveau de la mairie. Mais si au niveau de chaque mairie, on prenait des dispositions comme ça, est-ce qu'on ne contribue pas d'une manière? C'est une première solution. C'est pas encore efficace à 100%, mais ça permet de pouvoir faire quelque chose. Aujourd'hui, on a des retenues d'eau partout. D'abord, c'est des sources d'insécurité, des gens tombent dedans. En pleine inondation, c'est pas clôturé, il y a des retenues qui ne sont toujours pas clôturées par exemple, et il y a vous allez voir des corps. Même le 4e lac. Le 4e lac aussi, oui, pas clôturé. Il y a 2 ans, on a enlevé la tête à une fille là-bas. Là-bas, oui. Oui, bien sûr. Mais c'est une source d'insécurité parce que ces retenues, d'abord, non seulement c'est mal éclairé, oui. Il y en a pas qui sont même pas éclairés. Il y en a qui sont même pas éclairés quand vous prenez. Il y a des retenues d'eau qui ne sont pas éclairées. Ce n'est pas clôturé. Oui, bien sûr. Et ce n'est pas entretenu. Bon, on a tous les problèmes par rapport à ça. Et aujourd'hui, on se retrouve dans cette disposition. Bon, on lance encore un appel pour que nos voix soient entendues afin qu'il y ait un début de solution à tout cela. Très bien. Messieurs, merci beaucoup. Il y a 2 ans, il disait qu'on a enlevé la tête à une fille. On a interrogé le vigile qui était là. Il dit que lui voyait tout.
Pourquoi vous n'avez rien dit? Il dit, c'est ma tête que vous voulez qu'on enlève. Il a vu toute la scène, il n'a même pas crié, quoi. Oh, c'est lui le vigile. Tout silencieux, ben oui, il a regardé la scène. C'est ça le Togolais. Monsieur, merci beaucoup. Il est 12h sur la radio, on marque une courte pause, un clin d'œil donc aux annonceurs. On revient juste après. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Tout de suite, la pub. Bouge pas, ça va t'intéresser. Taxi FM te recommande auprès de ses centaines de millions d'auditeurs avec un message dynamique et accrocheur. Et devine quoi, ça coûte que 5000 francs CFA. Waouh, mais fais vite, cette offre est à saisir, dis maintenant. Appelle le 90 08 92 51 avant qu'il ne soit trop tard. Taxi FM, la recommandation qui envoie du lourd à prix minime. Tu sais quoi, Elisabeth? Ma vie a changé depuis que j'ai la fibre Canalbox. Niao, comment ça? Canalbox est une connexion internet stable et très rapide qui me permet de télécharger et d'envoyer à la vitesse de la lumière et en quelques secondes les audios, vidéos et divers documents, même les plus lourds. Mieux encore, je paye une seule fois mon abonnement par mois et toute ma famille et moi accédons à Internet en illimité. Au CMR, sans aucune limite de mégas, H24 et 30 jours sur 30. Pour toute ta famille en même temps et illimité, ça doit être économique Canalbox, hein? Très économique même. D'ailleurs, en ce moment, l'installation et la box fibre Canalbox sont gratuites. Gratuite? Comment, ma? Tu as très bien entendu. L'installation et la box fibre sont actuellement à 0 francs. Je veux avoir ma Canalbox. Appelle vite Canalbox au 88 66 ou fonce dans la boutique la plus proche pour en profiter. Canalbox. Vive l'internet illimité. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM, car de tout cœur, nous tenons à vous informer. Taxi FM. Merci pour votre fidélité à la radio, Génial Taxi FM Lomé. Nous sommes dans l'émission La Gare de l'Information avec mes confrères Gérard Ouessan et Lomati Sogbe et Sylvestre Béni. On va maintenant parler des examens de fin d'année scolaire, bien entendu. Vous pouvez, vous qui nous écoutez à la maison ou partout où vous êtes, et vous voulez aussi participer donc à l'émission. Pour l'instant, vous pouvez envoyer des messages, SMS ou messages WhatsApp sur le 93 94 96 64. On aura l'occasion de vous donner le numéro pour le direct. Le taux de réussite aujourd'hui, puisque le BEPC, les résultats sont tombés il y a 2 jours environ. L'année dernière, le taux de réussite au niveau du BEPC, c'est 81%. Et cette année, c'est passé à 44%. 44%, c'est ce qui est annoncé sur les 137 321 candidats. Seuls 66 161 ont eu leur CPD. Est-ce qu'il faut véritablement s'en inquiéter, Gérard Ouessan? Bon, forcément, quand nos enfants vont passer toute une année, du moins 9 mois, et puis bon, on leur dit qu'il faut tout recommencer, il faut s'en inquiéter. Bon, maintenant, la cause, pourquoi ils ont échoué en masse comme ça, est-ce que parce qu'ils sont bêtes? Je sais pas. Est-ce que c'est les enseignants qui n'ont pas bien enseigné? C'est l'autre question. Est-ce que c'est les équipements didactiques qui ont manqué? Voilà quoi. Donc il y a tellement de questions à se poser que ce qui est sûr, c'est que l'enseignement n'est pas bien donné au Togo. L'enseignement n'est pas bien fait. Pas seulement au Togo, en Afrique en général. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'on manque de matériel didactique. Vous savez, nous, quand on nous expliquait à l'école, la Terre tourne autour du Soleil, la Lune tourne autour de la Terre, et tous les deux tournent autour du Soleil, tout ça là. Moi, je n'ai jamais compris. C'est-à-dire que j'étais vieux comme ça déjà. Quand mon neveu qui a quitté le Togo pour aller en Belgique, il est revenu, il a fait à peu près 5 ans là-bas. Il était, disons, en 6e ou 5e.
avec un citron et puis une orange, il m'a montré, il dit, ah ben tiens, c'était donc ça. Ben c'est ça. Donc quand l'enseignement est concret, évidemment, ça passe mieux. Mais quand c'est théorique, quand c'est juste ce qu'on nous dit là, il faut bûcher par cœur et tout, et forcément, le niveau n'est pas bon. Bon, moi, je suis un homme de langue. Hein. Quand on était à l'université, quand on apprenait les langues, on appelait ça nous-mêmes labo. Vous savez, le laboratoire, oui. Vous mettez les casques, on vous jouait des bandes, oui, des bandes sonores, et donc vous entendez comment on parle la langue, comment est l'accent, comment ça se prononce, tellement que ça rentre tellement dans votre esprit. Ben, j'enseignais une étudiante en 2e année, fait la germanistique, le niveau était tellement bas, et donc j'ai commencé à me renseigner, je me suis rendu compte qu'il n'y a plus rien de tout ça. Ben, est-ce qu'on évolue, est-ce qu'on recule? Je pense que il va falloir qu'on investisse beaucoup dans l'éducation, exactement comme dans la santé, hein, exactement comme dans la sécurité. Et finalement, tout est prioritaire. Tout est prioritaire. Et moi, je dis, ce n'est peut-être pas la faute à ceux qui nous gouvernent. Hein. Parfois, il faut être sincère. C'est-à-dire que nous sommes un peuple qui ne crée pas suffisamment de richesse. Nous sommes un peuple qui ne fait pas suffisamment montre de génie. Il faut avoir du génie. Quand vous dites que un enfant ici a le BPC, vous êtes sûr qu'il a le même niveau qu'un Chinois, un petit Chinois qui a le BPC? J'en doute, hein. J'en doute vraiment. Quand je vois tout ce que les Chinois fabriquent, on dit que celui-ci, quelqu'un est au lycée technique ici, vous n'allez pas le comparer avec un petit Taïwanais, ou bien avec un petit Chinois, ou bien avec un petit Sud-Coréen, Japonais. Pas du tout avec un petit Allemand. Non, c'est-à-dire qu'ils ont le dual système. Le matin, il est à l'école, le soir, il est au laboratoire. Il voit concrètement ce qu'il a appris et tout et tout. Est-ce que nous faisons ça? Donc, moi, je crois que c'est une question de pauvreté. Nous sommes un pays pauvre. Comment faire pour créer de la richesse que nous allons mettre à la disposition de l'État qui va bien utiliser cette ressource-là, cette richesse-là, pour que finalement, qu'on sorte de l'ornière, quoi. Parce que surtout qu'en France, on va commencer à nous chasser bientôt. Au moins avant, on allait se réfugier là-bas. Personne ne veut plus de nous. Les gens se recroquevillent sur eux-mêmes, se replient sur eux-mêmes. Il y a ce repli identitaire qui prend de plus en plus d'ampleur. Donc, nous n'avons pas d'autre choix que de faire de notre pays un pays vivable, quoi. Alors aujourd'hui, le bac 1 hier, je veux dire hier, mais j'ai en esprit il y a quelques jours, les résultats sont tombés, le taux de réussite tourne autour de 71%, contrairement à l'année dernière où 78%. Le BPC l'année dernière 81%, 44% aujourd'hui. Et l'homme, est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Est-ce qu'il faut remettre en cause tout finalement, comme un peu Gérard veut qu'on le fasse? Non, je crois quand même qu'il faut toujours s'inscrire dans une... Mais c'est important de faire les réformes curriculaires, c'est très important, parce que c'est pratiquement les mêmes enseignements que nous avons reçus, que nos enfants reçoivent aujourd'hui. Oui. On vous dit de dessiner des choses. Bon, nous, on les a dessinés. Nos grands-parents l'avaient dessiné. On a dessiné. Nos enfants continuent de dessiner. Donc, il faut peut-être revoir les choses. Il faut faire des réformes curriculaires. Les matières que nous avons aujourd'hui, il faut peut-être aujourd'hui les fondre et essayer d'utiliser d'autres choses pour permettre justement à ces enfants, à ces élèves de pouvoir s'adapter à la société actuelle ou à l'évolution des choses actuellement. Aujourd'hui, avec la géopolitique, avec la mutation au niveau des sciences, on ne peut plus continuer à avoir de vieux enseignements, de vieilles leçons que nous bûchions par cœur, que nous venions déverser, de vieux croquis qui ne nous ont servi à rien. Par exemple, la paramécie, on nous demande de dessiner. Je ne sais pas aujourd'hui si les gens se rappellent encore d'une partie de la paramécie. Parce que cette histoire-là, franchement... il y a les flagelles. J'ai hâte ça. Et donc, non, je crois qu'il faut féliciter d'abord ceux qui ont réussi à avoir... le brevet. Oui, mais chez eux, le train à l'heure, il n'y a pas de problème. Oui, mais ceux qui n'ont pas réussi aussi, il faut les encourager. Est-ce qu'il ne faut pas questionner ce qui a été fait cette année? Non, cette année, je ne pense pas qu'il y ait un problème. En fait, comme je l'ai dit, je souhaiterais plutôt qu'on aille vers des réformes curriculaires. Vous savez, c'est la question de l'enseignement depuis quelques années est un vaste chantier. Oui, parce que le ministère a fait beaucoup de réformes, à la fois sur le plan
de certains cours, histoire, géographie dans certaines classes, le SVT dans certaines classes aussi. Et sur le plan de la carte scolaire, l'accessibilité ou l'accès de l'école à des populations, enfin à des élèves en milieu rural plutôt, et aussi la question de l'enseignant. Vous savez, donc il y a beaucoup de paramètres qui sont entrés en compte depuis quelques années. Donc je crois quand même que ces efforts ont commencé à payer des fruits dans certains domaines et qu'il faut toujours encourager le ministère de l'Enseignement à aller dans ce sens-là pour espérer demain des taux de réussite beaucoup plus intéressants. Ah oui, et aussi, je voudrais profiter de l'occasion pour attirer le point des uns des autres l'attention des uns des autres sur un point. Ça concerne la proclamation des résultats. Et avant, vous saviez, on nous rassemblait dans des cours au niveau des centres pour pouvoir proclamer les résultats avec un mégaphone. Ah oui, avec une sensation. Avec une sensation. On avait des gens qui criaient, des gens qui pleuraient, des gens qui couraient dans tous les sens. Aujourd'hui, chacun peut consulter sur son téléphone. Oui, le monde évolue, l'homme. Je ne refuse pas. Et on a interdit tout ce qui est renseignement. Enfin, on n'a pas interdit, mais tout ce qui est rassemblement, on ne convoque plus les élèves dans les centres pour proclamer les résultats. Sauf qu'il y a un problème. Quand vous voulez consulter votre résultat sur votre téléphone, non seulement vous payez 250 francs. Oui. D'accord. Mais vous pouvez ne pas avoir le résultat. Comment ça? Et vous pouvez réessayer 2 ou 3 fois avant d'avoir. Et à chaque fois, il faut payer. C'est une question de réseau. À chaque fois, il faut payer. Oui, mais il y a des gens qui se sont fait prélever 2 ou 3 fois. D'accord. On affiche le résultat quand même dans les établissements. Oui, on affiche. Oui, mais pour un parent d'élève, votre enfant a passé l'examen, vous voulez avoir le résultat tout de suite. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a aussi cette... vous voulez connaître le sort de votre enfant. Et l'enfant aussi veut connaître son sort. Pas attendre qu'on affiche les résultats dans son établissement. Parce que les résultats sont affichés 2 jours après. Oui. J'attire l'attention des sociétés de téléphonie mobile sur ce fait. Et pour le probatoire, ils ont commencé déjà à publier la syntaxe avant même que les résultats ne soient disponibles. La preuve, les gens ont commencé à essayer la syntaxe et on leur a prélevé des frais avant que les résultats ne soient officialisés. Vous avez compris? Ah oui, bien sûr. Et c'est pas normal. Il faut éviter ça. Ça ressemble à de l'escroquerie. Oui, mais si le ministère de l'Enseignement peut revoir cette disposition, ça va être intéressant. Parce que les sociétés se font tellement de sous dans ça. Vous savez le nombre de candidats. Vous multipliez par 250 et vous voyez aussi ceux qui n'ont pas pu avoir les résultats dans les 250 là une fois. Oui. C'est énorme. Et ceux qui n'ont pas les moyens peut-être. Je ne dis pas que 250 ça dépasse quelqu'un, mais si vous essayez une fois, ça ne marche pas. 2 fois, ça ne marche pas. Mais peut-être votre crédit est fini. Mais il faut que le ministère revoie, le ministère des enseignements primaires et secondaires. Je sais qu'on est à l'heure d'éthique et qu'on veut faciliter la tâche aux parents et aux élèves. Mais véritablement, il faut que les choses se fassent dans les règles de l'art. Soit la personne compose la syntaxe, il peut y avoir des soucis de réseau. Oui. Ça marche. Soit, et si l'ARCEP est à l'écoute, il faut que l'ARCEP revoie ce côté de la chose pour les élèves. Parce que franchement, des gens se sont fait débiter 250 francs plusieurs fois, 2 ou 3 fois, pour avoir un seul résultat. Ce n'est pas bien. Très bien. C'est après le résultat qu'on peut prélever, par exemple. Techniquement, c'est possible. C'est possible. Dès qu'on vous envoie le résultat, c'est là que les 250 francs sont prélevés. Mais ici, quand vous demandez en même temps, vous prenez les 250. Ah oui, monsieur, il faut payer avant de manger. Maintenant, si vous... Oui, Non, moi, je crois que... Vous savez, il a dans un restaurant, on met là-bas, vous payez avant de manger. Parce qu'après, tu peux dire que tu n'as pas d'argent. Ah oui, qui paye après? Non, vous savez, moi, je ne suis pas d'accord avec l'homme quand il parle donc des réformes et tout ça. Aujourd'hui, ce n'est pas une question de réforme, parce que si on vous en... Parce que les résultats sont là, hein. Oui. Le BPC, 44%, c'est ce qui est communiqué. Oui, si on vous enseigne à l'école, peut-être les vieilles leçons, Nabi Ema Bonsafo et Samori Touré, vous conviendrez avec mon gars, les amis, c'est sur ça qu'il se questionner. Justement. Donc, si vous apprenez, si vous avez appris Nabi Ema Bonsafo et Samori Touré, vous allez le faire, vous réussissez. En réalité, ce n'est pas une question donc des vieilles leçons et tout ça. Mais il faut revoir même le système en soi. Lorsqu'on nous dit aujourd'hui qu'il faut plus taper les enfants à l'école, on sait que le niveau baisse. Mais tout ça là, moi je dis, ça contribue. Je crois que les dirigeants ne seront pas d'accord avec moi. Moi c'est cela. C'est évident. Aujourd'hui c'est cela. Le niveau baisse avec les réseaux sociaux aujourd'hui.
nos enfants ne peuvent pas faire peut-être 3 paragraphes et sans faute. Avec les abréviations par-ci et par-là. Voyez-vous? Or, le système est fait en soi qu'on ne corrige plus le français dans certaines matières. C'est-à-dire que si en histoire, par exemple, tu dis c'est Dietrich qui a fondé le ville de Lomé, au lieu de la ville de Lomé, on vous donne le point, parce que c'est ça, c'est Dietrich qui a fondé la ville de Lomé. Au lieu de la ville, si tu dis le ville de Lomé, on ne te prendra rien, on te donne les points. Parce qu'on considère que ce sera une double sanction. Une double sanction, voyez-vous. Or, à notre époque, on corrige et le français en histoire, on corrige et le français en mathématiques, en géographie et autres. Aujourd'hui, il suffit juste qu'on ait l'idée et on te donne le point. C'est uniquement en français qu'on corrige le français. Voyez-vous, ça devient véritablement un problème. Sinon, si à l'époque où c'est Dietrich qui a fondé le ville de Lomé, au moins, là, on t'allait déjà demi-points parce qu'au lieu de la ville, tu as dit le ville. Voilà. Justement. Mais aujourd'hui, on te donne les 2 points. Si c'est 2 points qui sont affectés donc, à la question, on te donne les 2 points. Parce que effectivement, c'est Dietrich qui a fondé la ville. Une fois que tu as l'idée, on te donne le point. Voyez-vous, donc, il y a tous ces paramètres-là qu'on doit revoir. Et puis, le système APC, là, est-ce que même les enseignants ont véritablement maîtrisé l'APC? Je crois, approche pas compétence, oui. Est-ce que les enseignants eux-mêmes ont été véritablement formés? Est-ce qu'ils ont maîtrisé l'APC? Enfin, il y a tous ces papas, c'est celui qui en conçoit qui peut véritablement donner. Mais si toi aussi tu te débrouilles, bon, les élèves aussi vont se débrouiller. Voyez-vous, donc il y a tous ces paramètres-là. Sinon, les Samori, Touré, Béanzin, tout ça, on a appris. On a appris ici l'agriculture sud-africaine par cœur, les pharmacies américains, tout ça. Bon, si on continue, c'est sur ces questions qu'on va vous interroger. Si vous apprenez, vous réussissez. Mais bon, si vous-même, on ne sert plus un peu, on est trop large avec les enfants, pas de bâton en classe et tout ça, ça va traumatiser les enfants. Nous, on est passé par là, nous ne sommes pas traumatisés. On m'a même fait ça une fois au moins, parce que j'ai pris le... Oui. Parce que... Parce qu'il y a l'ancien combiné téléphonique là qu'on tourne là. Qui est là, le directeur n'est pas là, ça sonnait. Mais pas curiosité, je suis allé décrocher. À l'époque aussi, le style n'était pas bon. J'ai communiqué après, on me dit qui a appelé, mais il faudrait aussi trouver des formules pour dire véritablement qui a appelé, on m'a fait ça au moins. Mais j'ai pas été traumatisé, j'ai continué. Ouais, bon. Gérard. Non, moi je pense que le bâton ça a bâti l'homme. On n'a pas besoin d'apeurer l'homme. Je crois que c'est une tradition, c'est quelque chose qui nous vient de l'esclavage, de la colonisation, tout ça là. Il faut taper. On pense que la bonne éducation c'est ça. Vous allez le remarquer aujourd'hui quand quelqu'un s'en va chercher du travail, les recruteurs, dès qu'un jeune arrive devant eux, il est timide, tout ça là, il n'est pas pris. Hein. Ah oui, bien sûr. Dans les banques, les assurances, les grandes sociétés, on veut des gens plutôt dégourdis, capables vraiment de convaincre les clients, d'apporter un plus quoi. Mais quand votre enfant il va arriver tout timide là et tout, soyez sûr qu'il ne trouvera pas du travail. Donc moi je ne conseille pas le bâton quand même à Sylvestre. Maintenant quand on nous parle de français, souvent quand on parle de baisse de niveau, nous pensons français. Non, c'est pas seulement ça. En physique, en mathématiques et tout, c'est pareil aussi. Le niveau baisse. Bon, là, où se trouve le problème, je n'en sais rien. Mais on ne peut pas continuer, on ne peut pas faire l'enseignement comme il y a 30 ans. Avant, on n'était pas autorisé à utiliser par exemple la calculatrice. Oui. Nous, à notre temps, la calculatrice, c'est pas possible. Non. Mais aujourd'hui, la calculatrice, on vous dit... est autorisée. Prenez. Oui, parce que le monde ne peut pas reculer. Le monde avance, on ne peut pas reculer. Donc, on autorise la calculatrice. Si aujourd'hui, moi, j'écris avec mon ordinateur, quand je fais une faute, l'ordinateur me souligne ça. Oui. Et donc, aujourd'hui, il y a des outils. On n'a pas besoin de forcer les enfants à être bons en français, en histoire géo. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, bien sûr. Parce qu'il fait l'histoire et la géographie, il fait une faute de français, on lui enlève 4 points. Ce n'est plus possible. Donc, cette approche-là, moi, je crois que c'est salutaire aussi. L'enfant, est-ce qu'il sait où se trouvent par exemple les États-Unis? S'il le sait, même s'il a fait une faute de français, bon, accordez-lui, parce que la connaissance qu'on veut vérifier en ce moment, c'est la connaissance en géographie et non sa façon de dire la géographie. Nous, on nous pénalisait. Sauf que la façon de dire aussi, elle est très importante. Oui, mais on le fera en français après. En français, il sera pénalisé. Donc, il va s'exprimer mal en français, on va lui soutirer des points. Mais quand il s'agit, il peut être un bon géographe. Moi, je connais un monsieur, il est tellement fort en mathématiques. Et il y a un ministre même qui va me dire, s'il nous écoute, il saura qui c'est. Il s'est arrêté en 3e. Il nous entraînait au CGT, où est-ce qu'il nous faisait les mathématiques. Mais lui-même n'est jamais arrivé à avoir le BPC. Il entraînait des étudiants en maths physique, on appelait ça dans le temps MP. Oui. En maths physique, avec son niveau là,
Mais lui-même, il n'est jamais arrivé à passer le cap du BPC, juste parce qu'il était faible en anglais, en français et tout. Et on l'a resté là. Aujourd'hui, il est répétiteur, c'est un vieil homme, répétiteur, niveau 3e, alors que c'est un génie en mathématiques et physique. C'est comme ça nous faisons et nous tuons des talents dans notre pays. On nous parle de questions d'intelligence, tout ça là. Bon, pour terminer, nous avons vu le problème comme ça, mais un peu superficiellement. Imaginez, il y a 44% qui ont réussi, d'accord, en 3e. Oui. Mais on ne s'est pas posé la question, ceux qui viennent de la 4e, ils vont s'asseoir où? Mais puisque 56% sont restés dans la classe. Ceux qui vont venir de la 4e, ils vont s'asseoir où? Ils vont s'ajouter. Ils vont s'ajouter. Et ça, c'est un problème. Ça veut dire que c'est des classes bondées. Et quand la classe est bondée, ça veut dire que de nouvelles salles de classe. Non, même pas. On n'a pas les moyens. Ça, il faut que ça soit planifié. Ça veut dire que le professeur, il est submergé par le travail. Et quand il est submergé par le travail, il fait un enseignement au rabais. Et quand il fait un enseignement au rabais, le niveau baisse. Oui, c'est une chaîne, quoi. Oui, mais il faut trouver des solutions. Oui, il faut construire de nouvelles salles de classe. Oui. Il faut recruter davantage d'enseignants. Ben, par exemple. Oui. Bon, tu construis de nouvelles salles de classe quand on a encore la cour et tout. Voilà. Et on sait très bien que ça ne se planifie pas en 2 semaines. Donc il faut c'est des plans quinquennaux, tout ça là, et c'est difficile. Ça veut dire que avec les 44% de réussite là, un problème énorme s'est déjà posé. Ça veut dire que les classes de 3e seront majoritairement bondées l'année prochaine et il y aura encore des échecs, ou bien l'enseignement au rabais, on va dire bon, passez quand même, pour qu'on puisse désengorger les classes. Après, ces gens-là à qui on va dire passez, dans quelques années seront enseignants. Mais quel genre d'enseignants? De mauvais enseignants qui vont former encore de mauvais élèves et le cycle continue, quoi. Un peu comme ça, comme les retenues d'eau. C'est terrible. C'est ça le problème en Afrique, c'est ça le problème au Togo. Mais en même temps, il va falloir qu'on trouve des solutions pour qu'on puisse réduire les échecs scolaires. Et là, il faut réduire les échecs scolaires. Oui, mais vous savez, il faut, à un certain moment aussi, il faut que le ministère des enseignements primaires et secondaires discute aussi avec les enseignants, discute directement avec eux par rapport aux réformes en cours. C'est vrai qu'on parle de l'APC, l'approche par compétence, comme Sylvestre l'a dit, l'interdiction du bâton et tout, mais est-ce que ça porte véritablement leurs fruits? Il faut discuter avec eux pour savoir exactement ce qu'on faisait, parce que, vous savez, l'année dernière, le taux de réussite au BPC était beaucoup plus élevé. Oui, 81%. Un an après, on est à 40%. Il y a un souci. La moitié. Il y a un souci. Donc, oui, il faut peut-être discuter. Un vrai problème. Oui, il faut discuter avec les enseignants pour savoir ce qui n'a pas marché. Est-ce que c'est un problème de motivation au niveau des enseignants? Est-ce que c'est les élèves? Est-ce que c'est l'approche par compétence? Est-ce que c'est la méthodologie? Ou c'est... Il faut discuter. Parce que les épreuves ont été mal choisies. Et ça arrive aussi. Hein. Oui. On choisit des mauvaises épreuves. On choisit mal. Par exemple. Si c'est au programme, c'est bon. Hein? Si c'est au programme, c'est bon, oui. Non, il faut que ça soit adapté, quoi. Mais ce que je regrette aussi au niveau du ministère des enseignements primaires, c'est qu'on nous fait juste des débats de rentrée scolaire. Oui. Ouais. On ne fait pas des débats de bilan de l'année scolaire. Justement. C'est pas seulement à ce seul endroit. Hein. Oui, mais au moins... Quand on vote le budget, on ne fait que voter le budget. Oui, on fait jamais le débat. Ah oui. Mais je souhaiterais... en soi ne fait pas de débat. Mais je souhaiterais que comme le ministre Kokoko le fait pour la rentrée scolaire, il pouvait aussi nous le faire, ou il peut aussi nous le faire pour un bilan de l'année. Le bilan de l'année avec les résultats que nous avons obtenus. Est-ce qu'il est satisfait? Est-ce que le ministère... Et dit l'année, les examens se sont passés dans de très bonnes conditions. Vous vous rappelez? Oui, dans de bonnes conditions. Non, ça veut dire qu'il n'y a pas eu grève. Pour lui, c'est ça. Il n'y a pas eu grève, donc ça s'est passé dans de bonnes conditions. Non, moi je parle on se pose les statistiques. Oui, je parle de résultats. On peut aller jusqu'à nous dire dans telle discipline, voilà le pourcentage pour savoir. Puisqu'il y a des écoles qui ont eu 0%, oui. 0 réussite. Pour le BPC? Oui, pour le BPC. Ah non, attendez. Mais ça circule sur les réseaux sociaux. Ah, j'ai pas compris. Sauf que je ne veux pas donner donc de nom de quelqu'un. Sinon, ça circule sur les réseaux sociaux. Des écoles qui ont eu 0% au BPC. Au BPC. Ah bon? Privé? Oui. Des écoles privées. Mais on ferme. Mais là, on fait quoi? Ouais, c'est pourquoi je souhaite qu'à la fin, qu'on puisse faire le bilan. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Oui. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ou toute une école, je ne sais pas si c'est 60 élèves ou 70 élèves présentés et qu'il y a 0%, ça veut dire qu'il y a problème. Voyez, donc il faut faire un bilan à la fin donc, de chaque année pour voir que ces établissements vont nous dire réellement ce qui s'est passé.
Voyez-vous? Puis certains se fondent... 0%. 0%. Mais ça circule. Si bon, à la fin, je veux te balancer le... Ça circule. 0%. Ça ne peut qu'être la faute, ça ne peut être que la faute à l'État. Parce que c'est l'État qui régule l'enseignement. L'État, vous avez dit? Ouais. Bon, moi, il y a quelques années, on a fait une interview aux responsables des écoles privées. Quand vous voyez à quoi on les astreint, quand même, c'est pas petite affaire, hein. Vous devez payer ceci, vous devez avoir des enseignants de tel niveau. C'est réglementé. Oui, bien sûr. Et si malgré ça, on a eu 0%, ben, à qui il faut s'en prendre? À l'État, vous pensez? Oui, moi, je crois. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché, quoi. Ça veut dire qu'on a donné l'agrément à certains établissements qui ne devraient pas l'avoir, par exemple. Ou bien, je ne sais pas. Mais, vous savez, je crois que la question fondamentale qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce que nous formons nos enfants? Dès que c'est fait, vous avez la solution à tout. En fait, on ne fait pas passer un examen aux enfants pour qu'ils échouent. L'État a besoin, par exemple, de 1000 bacheliers. Il en forme parce qu'il en a besoin. Pour les mettre, par exemple, dans l'apprentissage pour la mécanique ou bien ceci, ou bien cela. Il faut avoir des objectifs. Ailleurs, c'est comme ça se fait. Hein. Ah oui, bien sûr. Nous avons besoin, je ne pense pas tellement. Ah bon? Je ne pense pas. Ici, plutôt, on dit, ben, s'ils ont des diplômes, ils vont chercher du travail, ils vont parler de chômage. Et donc, on va les faire échouer. C'est un peu ça, quoi. Alors qu'ailleurs, on se dit, on a besoin de cette tête bien faite-là pour tel objectif. Et donc, quand les enfants échouent comme ça, ils se disent, mais bientôt, il va y avoir pénurie parce qu'on n'aura pas assez de médecins. Parce qu'on n'aura pas assez d'aides-soignants. Alors, il y a un auditeur sur TikTok qui pose une question. Hein. Il dit, les congés de détente peuvent être la cause de baisse de pourcentage des résultats. Est-ce qu'on peut lier ça aussi à ça? Bon, on peut... Parce que c'est l'une des raisons, en tout cas. On avait dit au début qu'on permet aux élèves, aux enseignants de se reposer. De souffler. Oui, mais une semaine de congé. 10 jours, oui. En comptant le week-end aussi. Hein. Oui, bien sûr. Mais je ne pense pas que ça puisse véritablement affecter l'efficacité des élèves. Je pense que le problème va au-delà de ça. Il faut que le ministère des Enseignements primaires et secondaires puisse organiser une rencontre avec des acteurs de l'éducation, du système, parce qu'il y a beaucoup de syndicats, d'associations d'enseignants, et pour échanger avec eux, afin de faire un bilan de ce qui s'est passé cette année par rapport au BEPC, par exemple, en attendant les autres résultats. Et même au niveau du probatoire, c'est vrai que le bac 1, on a regardé un peu les chiffres, mais généralement, je crois quand même qu'on est en baisse de régime au niveau du BEPC. Oui. Et quand mon confrère vient de m'envoyer les chiffres, les chiffres, par exemple, taux de réussite au BEPC, Grand Lomé, 68,85%. Oui, si, je l'ai donné. Voilà. Et ce qui retient, attention, c'est au niveau de la centrale, au niveau de la centrale, à 21%. 21%. Donc, taux national, 44,9%. Oui. Quand vous regardez dans des lycées à l'intérieur du pays, il y a 2 admis sur 72 élèves. Vous avez dans un centre où il y a 217 élèves. 2 sur 72. Ça fait 2 sur 72. Taux de réussite 2,78%. Et vous avez par exemple dans un autre lycée 36 élèves qui sont admis sur 217. Donc ça fait 16%. Donc en réalité, ça voudra dire qu'il y a un problème. Et il faudrait que le ministère puisse véritablement, en attendant, on ne sait pas parce qu'on n'a pas encore le gouvernement. Tout le monde est en sursis, c'est-à-dire que voilà, vous comprenez, ils évacuent les affaires courantes en attendant la nomination de la formation du prochain gouvernement. Donc le ministre Kokoroko organise ses services à ce qu'il puisse d'ores et déjà commencer à discuter avec les enseignants sur ce qui n'a pas marché. On sait que c'est les vacances, mais il faut trouver une solution et on va préparer l'année prochaine. L'année scolaire prochaine, mais il faut faire le bilan de l'année qui s'est écoulée. Messieurs, j'ai pas vu le temps passer. Il va être 12h30. Les apprentis sorciers, voilà les résultats. D'accord, très bien. Les réformes. Ça dit qu'on confond le mot réforme à répression, finalement. Quand il réprime, on dit les réformes de Kokoroko. Moi, j'en riais beaucoup. Mais vous voyez, c'est ce qui se passe. Hein. Bon, d'accord, très bien. Vous savez qu'avant, on n'allait même pas au cours les après-midi, vous vous rappelez? Oui. Dès qu'on était au CG, les après-midi, c'était pour l'élève. Et on allait dans les bibliothèques, on était au CCF, on lisait et tout. Je veux qu'on prenne au moins 1 ou 2 auditeurs, Gérard. Permettez, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Mettez vos casques. C'est ce que je disais. Mettez vos casques. Alors, la parole est aux auditeurs. Ceux qui souhaitent prendre la parole, c'est bon? Ah, ça marche pas. Bon, on va prendre l'auditeur qui est au téléphone. Le technicien va régler tout ça. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Eric. Oui, c'est monsieur? Allô? Malik. Monsieur Malik, nous vous écoutons.
D'abord, je voudrais à toute la corporation journalistique. Oui. Vraiment, c'est triste. Mais... Merci beaucoup. Monsieur Malik, allez-y, rapidement. Comme c'est la loi de la nature, oui. Nous y sommes. Par rapport à cela, sur le... Nous avons parlé de l'INAM. Oui. À ma compréhension, l'INAM, c'est l'Institut national d'assurance maladie. De l'autre côté, on dit AMI, assurance maladie universelle. À moins que je ne sois un myope intellectuel, hein, comment est-ce que vous pensez qu'on peut assurer une maladie à quelqu'un? Oui, bon, voilà, ça là aussi, ça a été ça fait l'objet d'un débat ici. Hein. Je ne m'en reviens pas. Les terminologies. Nous maudissons. Comment on peut assurer une maladie vis-à-vis de quelqu'un? Hein? C'est triste. Donc, par votre voix, j'espère que les autorités prendront soin de trouver une formule. Le deuxième sujet. Oui, rapidement. Il s'agit de l'enseignement, le niveau. Bon, moi, j'ai envie de dire que c'est tout le monde. C'est tout le monde. Et le parent et l'enseignant. Dans mon temps, c'était l'éducation, le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique. C'est-à-dire qu'il fait tout, il éduque et il instruit. Malheureusement, aujourd'hui, j'ai l'impression que ce n'est rien que l'instruction. Et puis, le problème togolais est gros. Le problème togolais est tellement gros qu'on ne peut même pas avoir une solution. Il n'y a pas de vision, une vision comme ça, qu'un ministère va te pointer. Voici mon ministère, voici la vision que j'ai et que je vais répercuter sur mes agents. Il n'y a pas, monsieur Eric. De haut en bas, il n'y a pas de vision, monsieur Eric. Et c'est la tristesse, nous allons tous vivoter comme ça, Dieu fera le temps. D'accord. Et nous allons sortir. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Malik. Merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. Merci. 92 60 81 81. On peut encore prendre un auditeur très rapidement et on va devoir rendre l'antenne. 92 60 81 81. Il y a quelques messages quand même des auditeurs. Il y a un auditeur qui nous dit vraiment un grand bravo pour Gérard. Il a touché les vrais problèmes. J'ai une cousine qui est génie en mathématiques, en physique, chimie, mais qui a été bloquée bloquée au bac 2 par les autres matières littéraires qu'elle n'a jamais réussi à faire. Aujourd'hui, malgré son âge, c'est elle qui fait des répétitions à ses enfants en ces deux matières dans lesquelles elle excellait. Elle est aujourd'hui commerçante dans les céréales. Alors, qu'en termes de ces deux matières, si elle avait eu la chance de dépasser le bac 2, je vous assure qu'elle serait une savante, dit donc à cet auditeur. On prend celui qui est au téléphone. Allô? 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 Oui, bonjour. Oui, monsieur Eric, comment vous allez? Je vais très bien, et vous-même? Moi, c'est monsieur Sylvestre. Nous vous écoutons, Sylvestre. Oui, comment vous allez? Tout va bien, allez-y. Ok, moi, je vais parler de notre éducation pour les élèves à l'école, là. Oui. Monsieur Eric, moi, ce que moi, je voulais dire, ce qui cause l'échec de nos enfants aujourd'hui, s'il te plaît, c'est le téléphone portable Android. Ah ouais. Vous voyez comment dans les centres, si je donne un exemple, vous voyez le collège militaire Eyadema à Tchétchaou, ce qui se passe là-bas là. Il n'y a pas un enfant qui rentre là-bas avec un téléphone portable. Et moi, ce que je souhaiterais à l'entrée d'un lycée, si on prenait comme surveillant ou bien censeur comme ça là, les anciens militaires retraités comme surveillant à l'école pour pouvoir vérifier avant qu'un enfant ne rentre à l'école, à l'entrée, à la porte là-bas, on vérifie si on retrouve un enfant avec un téléphone portable, on le fait ramener à la maison chez ses parents. Ça, je vous dis, monsieur Eric, merci beaucoup. Moi, c'était ma contribution. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Sylvestre. Merci de nous avoir appelé. Le débat là, c'est pas encore clos, puisque toute la semaine, on va revenir sur ce sujet, les différents aspects. Voilà. Gérard, je vous vois, vous voulez placer un mot avant de rendre l'antenne. Non, juste dire qu'il nous faut beaucoup plus de liberté pour nos enfants.
Parce que la liberté, ça amène la créativité, et la créativité, c'est le génie. Mais que les gens pensent qu'il faut la méthode militaire et tout. À Chichao, c'est des élèves qui sont destinés à devenir, on suppose, devenir militaire. Ce qu'il dit est fondamental, c'est-à-dire que personne, aucun élève en tout cas ne rentrait donc à l'école avec les téléphones portables. Ouais, bon, aujourd'hui, il y a des enseignants même qui utilisent le portable pour corriger des épreuves pour les élèves, ils corrigent, ils leur envoient ça sur leurs Android. À l'université, l'Android même est obligatoire. Oui. Moi, il y a un enfant chez moi, quand il voulait faire le droit, un des premiers outils, c'était l'Android pour pouvoir avoir les informations. On ne parle pas de ça. Comment est-ce qu'on peut avoir un enfant au cours primaire qui a un téléphone portable? Bon, Android, là, c'est peut-être un peu trop tôt. Ah oui, mais attendez. Non, juste pour la sécurité même de l'enfant. Pour ne pas être en contact avec des adultes indésirables et tout. Mais déjà au lycée, je pense quand même qu'on peut s'auto-discipliner en fait. On ne peut pas obliger quelqu'un à être discipliné. En fait, c'est une démission quand on commence à frapper, à faire de la dictature sur l'enfant. Mais on peut expliquer et puis on fait une bonne utilisation. Corriger les jeunes, c'est pas une question de dictature. En fait, on doit à l'antenne. En fait, aujourd'hui, l'utilisation du téléphone portable, c'est beaucoup plus l'utilisation des réseaux sociaux. Exact. S'il n'y a pas de réseaux sociaux là, tout le monde a un téléphone. Juste pour les appels. Papa t'appelle, tu es où? Je suis à l'école, ou bien je fais ceci, etc. On dépose le téléphone. Il nous arrive d'appeler pour demander d'après nos enfants, oui, bien sûr. Ou on vient les chercher. Mais les réseaux sociaux, personne ne les contrôle. C'est pourquoi j'avais dit, il faut que le ministère fasse de l'éducation aux médias, c'est-à-dire aux réseaux sociaux, une matière à l'école. Bien, messieurs, merci beaucoup. Merci beaucoup, Elomati Sogwe, Gérard Ouissan. Merci beaucoup, Sylvestre Béni. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur la radio. Génial. On revienne aussi sur la question du bac 1. Oui, on va revenir sur tous ces sujets-là. Peut-être. Diplôme supprimé. C'est cet examen-là même. Messieurs, merci beaucoup. Merci à Francis Daï qui a assuré la mise. En appelez-moi Saint-Irrigateur. J'aurai le plaisir de vous retrouver tout à l'heure même, à 13h avec Maître Florent Avocan. On parlera de la spiritualité. Mais d'ici là, portez-vous bien. Dans quelques minutes, le journal parlé sur la radio. Ce sera avec Nicole Atta. Appelez-moi Saint-Irrigateur. À bientôt. Au revoir.